Donc merci de votre présence. Je rappelle les organisations qui invitent à ce rassemblement: le MRAP, le Mouvement de la Paix, Team Sama, la LDH, France-Palestine Solidarité, la CIMAD, la Libre Pensée, Attaque Marsan, l'Union locale CGT du Marsan, Solidaire, le Parti communiste français, la France insoumise et les écologistes. Il y a un an, le 7 octobre 2023, l'opération terroriste déclenchée par le Hamas sur le territoire d'Israël se soldait par un véritable massacre. Quelques 1200 personnes ont été tuées, majoritairement des civils. La prise de plus de 250 otages, enfants, femmes et hommes, dont beaucoup sont morts aujourd'hui, venait ajouter le crime au crime, l'horreur à l'horreur. Dès le lendemain, Benjamin Netanyahou, chef d'un gouvernement d'extrême droite, mis en cause à la fois par le fiasco sécuritaire et par la justice de son pays, décidait de déclencher une guerre totale, sans objectif et donc sans limite, contre Gaza et sa population. Cette punition collective s'est traduite par la destruction systématique des villes, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures et des édifices religieux de Gaza, avec plus de 42 000 morts civiles, dont un nombre considérable d'enfants recensés par le ministère de la Santé du Hamas. Ce bilan, nous le rappelons ici toutes les semaines. Il ne saurait constituer une quelconque victoire pour quelque camp que ce soit, sauf pour ceux qui nient que toutes les vies se valent, que tous les humains sont égaux. Bref, cette vengeance sans borne est aujourd'hui en passe d'embraser tout le Moyen-Orient, avec des conséquences incalculables au sens propre. Nul n'est en mesure de calculer jusqu'où peuvent conduire les bombardements israéliens au Liban. Le Premier ministre Netanyahou a exhorté cette semaine le peuple libanais à se soulever contre le Hezbollah, sous peine de subir le même sort que le peuple de Gaza, dirigé par le Hamas. Et cela a déjà commencé. Les Libanais reçoivent de l'armée israélienne des alertes et des appels à évacuer quasiment chaque jour, souvent au milieu de la nuit. Ces appels à quitter leur maison immédiatement sont souvent suivis de frappes dont les dégâts dépassent les limites des zones averties. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, près d'un quart de la population libanaise est aujourd'hui concernée par un ordre de déplacement de l'armée israélienne. Israël prétend intervenir au Liban en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit le droit de légitime défense. En réalité, Israël viole l'article 51 par l'ampleur de ses agressions contre des zones civiles densément peuplées. Les importants dommages collatéraux causés par ces attaques sont contraires aux principes énoncés dans la 4e Convention de Genève qui prévoit la protection des populations civiles pendant les conflits armés. Les atteintes aveugles aux civils violent l'obligation de distinguer les combattants des civils. Il s'agit de crimes de guerre. Cette situation est rendue possible par le soutien explicite ou tacite de plusieurs gouvernements occidentaux. Dont la France. Une munition de fabrication américaine a été utilisée lors d'un bombardement dans le centre de Beyrouth jeudi soir, qui a causé 22 morts et une centaine de blessés. C'est le journal anglais Le Guardian qui le révélait hier. La situation est-elle en train de changer depuis que les casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, sont eux-mêmes victimes des tirs israéliens? Non, ça ne change pas. Outre la condamnation unanime de ces attaques contre la force de l'ONU,
on entend des déclarations convergentes appelant à ne plus livrer d'armes à Israël. Dernièrement, celle de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, celle du président de la République, hier au sommet des dirigeants des pays méditerranéens membres de l'Union européenne à Chypre. Je cite Emmanuel Macron, la France a appelé de ses vœux à cesser les exportations d'armes qui sont utilisées sur ces théâtres de guerre. D'autres dirigeants ici ont fait de même. Nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Seulement, jeudi, le chancelier Olaf Scholz avait lui annoncé la reprise des livraisons d'armes vers Israël, alors que l'Allemagne avait quasiment cessé ses exportations depuis le début de l'année. Je reprends pour conclure le communiqué publié lundi dernier par la Ligue des droits de l'homme. Les dirigeants internationaux ont la responsabilité de faire preuve de retenue et d'équité dans une situation où chaque escalade provoque des pertes civiles et des souffrances à grande échelle. Il n'est jamais trop tard pour dire stop aux embrasements guerriers, pour redonner sa place, toute sa place, à la négociation et faire droit aux peuples de la région qui tous aspirent à la paix dans la sécurité de leur pays. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela implique de renoncer à une vengeance indiscriminée pour faire prévaloir le droit international, seul à même de bâtir un avenir commun dans lequel un État palestinien ait sa place. Laïque. Cela implique de rappeler l'urgence de la libération des otages et plus que jamais l'urgence d'un cessez-le-feu généralisé et immédiat sur tous les conflits. Donc je ne vais pas lire le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité qui dit la même chose que ce que Paul a dit. Donc je pense que ce n'est pas la peine de faire cette redondance. En revanche, je vais lire un article écrit par Hervé Kempf, qui s'occupe du journal en ligne Reporter. Et voici le titre, et je lis donc le reste de l'article. Un an après l'horreur, Gaza et l'urgence de la paix. Un an après l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas en Israël, on ne peut qu'appeler à la paix la seule action qui ouvre l'avenir. Donc c'est l'éditorial de Hervé Kempf que je vais lire. Les mots manquent. Un an après l'attaque terroriste menée par le Hamas qui a tué plus de 800 civils et emporté plus de 200 otages, comment dire l'affliction devant le massacre continu mené par l'État d'Israël qui a depuis emporté plus de 40 000 vies à Gaza, devant des enfants amputés à vif, un territoire annihilé, l'extension de la violence meurtrière en Cisjordanie et au Liban, une vengeance déchaînée et inextinguible. Le regard écologique pourrait s'effacer ici, derrière le regard humain, comme s'ils étaient dissociables, et oublier que la cruauté sans limite d'un colonisateur ivre de sa puissance, il y a aussi la destruction du sol, de l'eau, de la terre, l'anéantissement de l'écosystème et de tout ce qui fait que nous sommes humains, non pas sur la terre, mais avec la terre, en symbiose avec la source de toute vie. C'est la vie que l'on veut éteindre à Gaza par le génocide et par l'écocide, soit la dévastation délibérée du milieu vivant qui permet à un peuple d'exister. Le seul mot et la seule action qui soigne et qui guérit, qui ouvre l'avenir, paix. Le 365e jour d'un massacre affreux ne peut nous faire oublier que le 7 octobre n'est pas survenu dans un territoire en paix.
mais dans un pays qui sans cesse, depuis des décennies, empêche son voisin de vivre dignement et envahit, grignote, accapare ses terres par la force. Nous voulons espérer que le déchaînement sans fin des atrocités sur la Palestine n'est pas la préfiguration d'un monde où, incapable de faire face ensemble à la catastrophe écologique et à l'injustice générale, les humains liquideront dans le sang leur impuissance à s'entendre. Et c'est pourquoi on ne peut que répéter, en toute conscience de notre faiblesse, de notre insuffisance, de notre lâcheté souvent, le mot qui réconcilie les humains avec la vie, les humains entre eux, le seul mot et la seule action qui soigne et qui guérit, qui ouvre l'avenir, paix. Paix maintenant. Tous ici pour la cause de la paix contre toutes les guerres. Le 3 octobre, à l'issue d'un conseil de défense, dans un communiqué, l'Élysée a dit, j'ouvre les guillemets, attaché à la sécurité d'Israël, la France a mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Alors nous le disons, combien de pays Israël, sans cesser le feu, va-t-il combattre? Nous avons donc, la France, nous, mobilisé nos moyens militaires. Toute annonce de ce type doit amener un débat au Parlement, vous le savez. Nous l'avons demandé à Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, comme le prévoit l'article 35 de la Constitution. La France s'engagerait-elle maintenant contre l'Iran avec ses moyens militaires, avec un soutien inconditionnel à Israël? Nous avons le droit de savoir si nous nous engageons aux côtés d'Israël contre maintenant l'Iran, alors même qu'Israël bafoue le droit international en termes de crimes de guerre, alors même que le secrétaire général de l'ONU est devenu persona non grata en Israël, alors même que rien n'a été fait par la France, ou si peu, pour empêcher les frappes sur le Liban après la destruction à 75% de Gaza. Notre cause est la paix, tous ensemble. L'article 85 est très clair. Le gouvernement doit informer dans les 3 jours de l'intervention de nos forces à l'étranger. Ou bien alors, devons-nous comprendre que l'exécutif, le président Macron, fait des déclarations sans en mesurer les conséquences? Hier enfin, le président Macron s'est décidé à convoquer l'ambassadeur d'Israël. C'était inadmissible, inentendable de viser ostensiblement la finule, les casques bleus, qui sont une force d'interposition, à laquelle Netanyahou tout simplement a dit « on vous prévient, on va frapper, allez-vous-en ». À quoi sert une force d'interposition si elle s'en va? Il y a un an, nous le disions à LFI, ce sera l'escalade. Si rien n'arrête Netanyahou, et pour l'arrêter, tous ici nous redisons, seul le cessez-le-feu est une solution, la seule solution qui arrêtera l'expansion de la guerre menée par Israël. Cessez-le-feu. Bonjour. Aujourd'hui, je vais simplement vous lire un petit poème pour le Liban. Le cri du Liban. Ô Liban, noble terre où les cèdres s'élèvent, gardien des anciens jours, mémoire qui se lève. Tes monts touchent le ciel, tes vallées chantent encore, mais le vent des tempêtes sur ton front souffle fort. De Byblos à Baalbek, tes pierres racontent les histoires des rois que les âges confrontent. Tes rivières murmurent les secrets du passé, et le sang de tes fils dans la terre est versé. Ô Liban, ô mon frère, le destin te tourmente, les éclats de la guerre en ton sein se fermentent, mais ton âme est plus grande que l'ombre des nuits, et ton cœur bat encore sous le poids de l'ennui.
Les cèdres, tes géants, ont vu tant de saisons. Ils défient les orages, le temps et la raison. Symbole d'espérance, ils dressent vers les cieux leurs bras comme un appel à des jours plus radieux. Terre de poésie, de douleur et d'amour, que ton horizon flamboie au levant du jour. Que la paix te couronne, ô Liban bien-aimé, et que tes chants résonnent dans l'éternité. Nader Haddad. Bon, il y a eu assez de discours, je crois que tout a été dit. Je me présente, Ludovic Pillot, je suis syndiqué CGT. Seulement. Je vais poser simplement une simple question. Quel était le plus grand régime d'apartheid au monde? Réponse, l'Afrique du Sud. Quel est le dernier régime d'apartheid aujourd'hui? Israël. C'est tout. Point. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Avant de faire notre minute de silence, qu'on reprenne le slogan qu'on reprend traditionnellement, enfants de Gaza, il faudrait rajouter enfants du Liban, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants du Liban, enfants de Palestine, oui, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants du Liban, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et je vous propose qu'on termine ce rassemblement, donc, comme on le fait à chaque fois, par une minute de silence à la mémoire de tous les morts de tous les conflits. Je vous remercie. Écoutez, et on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h sur cette même place. Merci de votre présence.